on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Evelyne? Ça va très bien. Merci d'être là. C'est un plaisir de t'accueillir. Ben, ça me fait plaisir. Avec un témoignage vraiment très, très fort. Tu as tout un parcours et au milieu de ce parcours, tu as vécu une expérience très forte, une expérience de mort imminente dont on parlera tout à l'heure. Mais avant ça, on va rentrer un peu dans le contexte de ton histoire parce que ce qui t'a amené à vivre ça, ben c'est la conséquence de plusieurs aventures que tu as vécues, plusieurs choix que tu as faits, pas toujours les bons. Et premièrement, toi, tu es né dans une famille qui était pas chrétienne. Tu avais une maman qui souffrait par moments de périodes de dépression, un papa assez absent. Mais comment ça se déroulait un petit peu ton enfance? Ben, dans le fond, ça se déroulait que oui, mes parents, ma mère... elle avait beaucoup de charges à la maison. Mon frère à s'occuper. Et puis, il y avait beaucoup de problèmes financiers aussi à l'époque. Et puis, mon père, ben, il se donnait à 100% au travail pour nous nourrir, justement. Ben oui. Et puis, ce qui a fait que ma mère, avec les charges qu'elle avait, elle a fait plusieurs dépressions par la suite. Puis, mon frère, on n'était pas les plus faciles non plus à vivre. Puis aussi, avec les amis qu'on avait dans notre entourage... c'était pas facile. On a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Puis c'est là que les travailleurs sociaux ont commencé. J'avais 6 ans, moi. Ils venaient à la maison nous rencontrer et puis essayer de trouver des solutions pour nous aider, dans le fond. Là. Mais puis ça, c'est fait qu'en grandissant, ben ça n'a jamais vraiment réglé les problèmes. On a grandi avec ces problèmes-là aussi. Puis ma mère, elle a continué à avoir les dépressions. Et puis... à un moment donné, ben c'est ça. Ma mère a une sœur qui était chrétienne. Et puis, elle venait souvent à la maison nous témoigner de Jésus. Mais comme dans le temps, les gens disaient que c'était des lavages de cerveau, dans le fond. Fait que la porte tout de suite était fermée à ça. Mais elle nous invitait souvent à Noël à aller à l'église. Et puis, on y allait. Mais tu sais, moi, ça m'a toujours travaillé. J'avais toujours cette soif-là de Dieu en dedans de moi. Et puis... ben, j'ai grandi avec ça. Puis, à l'âge de 10 ans, je me souviens, ma mère, ben, elle m'envoyait passer un été chez ma tante, les vacances. Comme des petites vacances, c'est ça, exactement. Et puis, ben, cette tante-là, c'est ça, on habitait loin. Là, fait que c'était un gros voyage pour moi. Et puis, on est allé là pour faire reposer ma mère aussi, là, parce que avec tout ce qu'elle vivait, là. Et puis, c'est là que ma tante, elle m'a parlé de Jésus, puis ça a travaillé mon cœur, puis j'ai eu la soif tout de suite d'aller chercher une Bible à la librairie. On est parti chercher une Bible, puis c'est là que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Donc là, tu avais 10 ans, c'est ça? Oui, j'avais 10 ans. Je vais m'en souvenir comme si c'était hier. Quand je suis retourné, ben, à la fin de mes vacances à la maison, je suis retourné en feu. Là, vraiment, j'aimais le Seigneur, puis je lisais ma Bible à la maison, mais ça n'a pas pris de temps que ma mère... commençait à dire « c'est quoi ça? Pourquoi t'as une Bible? » tout ça, tu sais, ça l'inquiétait un peu, ça l'a choqué, en fait. Pour elle, tu t'étais fait laver le cerveau un peu exactement. par ta tante. Ça l'a dérangé. Donc, j'ai commencé à délaisser le Seigneur. Puis j'ai retourné dans mes vieilles habitudes. C'est ça. T'étais jeune. Comment ça se passait à l'école à ce moment-là, dans ces années-là? Ah, à l'école, ben, j'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Mais, tu sais, plus que de la difficulté... Bon, mais plus que ça tente moins d'aller à l'école. Exactement. Puis t'as pas de support non plus, donc j'ai commencé un peu avec les amis qui avaient alentour, ben on niaisait. J'étais un peu pas loin de la 6e année, là, je m'en allais au secondaire, et puis... Commençais à faire beaucoup de bêtises. C'était quoi les bêtises que tu faisais quand t'étais petit à ce moment-là? Ah, ben, on commençait à consommer légèrement de la drogue. Et puis, déjà jeune comme ça. Hein? Ah oui, on cassait des vitres après les maisons. Vous traîniez beaucoup dans les rues. Exactement, tout ça, hein? Exactement. Okay. Puis, on n'était pas du monde non plus envers nos parents. Moi, j'étais une personne qui était violente aussi. J'avais un comportement agressif. OK. Puis, j'étais agressif envers ma mère. T'sais, ma mère, il y avait comme plus d'autorité non plus sur nous, puis sur moi, mon frère, tu sais. Ça devenait vraiment difficile, l'ambiance à la maison, j'imagine? Oh, vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, j'ai un grand frère. Puis, tu sais, en tant que frère, on se chamaille toujours. Tu sais, ben, en tout cas, nous, on dirait que c'était plus que pas assez, là. Okay. Puis, ça l'a dérangé énormément mes parents.
Puis un soir, je vais toujours m'en souvenir, là, ils ont décidé qu'ils appelaient la DPJ, puis ils sont venus nous chercher. Le service de protection de l'enfance? Oui, exactement. Ils sont venus vous chercher? Ils sont venus nous chercher le soir même, puis là, ils ont commencé à nous placer dans les familles d'accueil. Ça, c'était une période dont tu te souviens, c'était difficile à vivre pour toi à ce moment-là? Moi, ça a été difficile. Ça a été une déchirure, une grosse blessure, parce que, tu sais, quand t'es enfant, tu comprends pas nécessairement ce qui se passe, pourquoi que ça l'arrive. Puis, tu sais, moi, même si j'étais violent envers mes parents, ben j'étais attaché à ma mère beaucoup. Puis ça a été une grosse blessure pour moi. Puis c'est là que les détachements ont commencé à se faire. Tu sais, on pense en tant que parent que ça va aider, mais ça crée d'autres problèmes parce que quand tu es avec d'autres jeunes qui ont des problèmes, bien souvent, ça crée d'autres problèmes. C'est ça, tu t'es fait influencer, tu as connecté Exactement. avec des jeunes qui n'étaient pas forcément fréquentables. Exactement. Et là, en fait, au lieu d'améliorer ta situation, ça empire. À quoi elle ressemble ta vie à ce moment-là? Ben, en sortant des familles d'accueil, ben, il y a un gros poids qui a été sur mes épaules longtemps, ça a été la déchirure avec mon frère. Ça a été une grosse blessure parce que mon frère, c'était mon frère. Là. Puis cette séparation-là, elle a été dure pour moi jusqu'à récemment. Il a fallu que je pardonne mon frère parce que mon frère aussi il a fait ses choix de vie. Puis on n'a plus jamais été aussi proches que quand vous étiez petit, en fait. Oui, c'est ça. Puis ça l'a pesé beaucoup dans mes choix, beaucoup de colère, beaucoup de frustration par rapport à ça. Puis là, c'est là que les gros problèmes de drogue ont commencé, là, quand même. Quand tu parles de drogue, c'était vraiment de la drogue dure à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, c'est de la marijuana. C'était pas de la grosse drogue dure, là, mais c'est quand même... On consommait beaucoup, puis j'avais 12 ans, là, puis... c'est fou. Puis à l'école, j'étais un gros zéro, là. J'étais vraiment pourri à l'école. J'étais tellement pourri que les professeurs, ils me voulaient plus dans leur classe, là. Je passais mes journées en salle de réflexion. Mon avenir, elle s'annonçait pas belle. Vraiment. Vraiment. Donc finalement, tu es rejeté un peu de chez toi, tu es rejeté un peu de l'école. Il n'y a personne qui sait quoi faire avec toi, comment gérer. Et là, il va se passer un élément quand même assez important dans ta vie. Oui. Rendu secondaire 2, ben, je commence. Parce que moi, j'ai fait le pré-secondaire. J'ai comme fait 3 années de secondaire. Donc là, tu as à peu près 13 ans à ce moment-là, c'est ça? Oui, 13-14 ans. Ben, j'avais encore des rencontres avec la DPJ. Mais moi, j'assistais plus à ces rencontres-là. Là. Je voulais plus rien savoir. Donc, ma mère et mon père ont décidé avec l'intervenante à place de me placer à la DPJ, de me placer chez ma tante. OK. Ta fameuse tante chez qui tu étais allée quand tu avais 10 ans. Exactement. D'accord. Ils ont accepté de me prendre. Et puis, moi, c'est sûr que je voulais pas. Là. Je voulais pas m'en aller là. Je savais c'est quoi qui m'attendait. Puis là, finalement, j'ai pas eu le choix de suivre. Fait qu'ils m'ont envoyé là à l'âge de 14 ans. Puis j'ai habité 3 ans là. Puis ça a été les plus belles années de ma jeunesse. Parce que ils ont vraiment planté l'Évangile en moi. Et puis j'aimais le Seigneur. Là. Je servais le Seigneur à l'Église. Ça a été vraiment les belles années de ma jeunesse. Wow. Et même au niveau de l'école, il y a eu une vraie transformation? Exactement. Moi, j'ai reparti au secondaire 2. J'ai recommencé à 0. Puis j'avais aucune notion de base. Là. Je connaissais rien. Et puis, à tous les matins, avant de partir à l'école, on priait. Quand on parle de paroles de vie, c'est tellement important parce que on déclarait des paroles de vie sur ma vie à moi. Et puis, je partais à l'école, puis j'ai bâti une confiance en moi. Puis, à l'école, je réussissais tout ce que je faisais. C'est fou. C'est incroyable parce que tu étais le dernier, les professeurs ne savaient plus quoi faire avec toi. Et tu vas finir, même, tu me disais, le premier de la classe? Exactement. Je me suis... En histoire, j'ai trippé histoire. Là. J'avais des 100%. J'ai même fait un des plus gros projets là, que le professeur a gardé pour montrer aux autres élèves. Wow. Pour toi, c'était une transformation complète. Ah ouais. T'es ému là parce qu'en fait, pour la première fois, on voyait ta valeur et puis on laissait sortir en fait les bonnes choses que tu avais en toi, c'est ça? Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est sûr, j'avais plus aucune confiance en moi. Tu sais, ma valeur, c'était dans la drogue. Je connaissais rien d'autre que ça, m'amuser, puis triper. Puis
Mais là, j'ai vraiment connu le sens réel de la vie. Là, mais l'ennemi, il y avait des plans aussi de destruction pour ma vie. Puis ça l'a pas cessé parce qu'en dernier, au bout de... J'avais 16 ans. Ben, en grandissant, c'est sûr qu'en tant qu'adolescent, tu veux vivre certaines choses. Mais moi, je pensais que j'avais vécu assez, tu sais. Mais l'ennemi est venu me chercher avec les filles, le travail, ça a commencé comme ça aussi, la construction. Mais finalement, j'ai déménagé, je suis parti de chez ma tante. Je suis parti vivre avec cette fille-là que j'avais rencontrée à l'église, en plus. Et puis, eux, ils se disaient chrétiens, mais c'était des chrétiens du dimanche, comme je peux dire. Là. Et puis, ça l'a pas marché, premièrement, avec la fille. Et puis, le monsieur qui me faisait travailler, ben, il me payait pas. Puis, il t'a exploité un petit peu, finalement. Il profitait de la situation. Exactement. Puis finalement, ben, cette décision-là a fait que moi, je suis retourné... mes parents sont venus me rechercher. Et puis, je suis retourné dans mes vieilles habitudes. C'est ça. Alors que tu étais en train de bâtir une nouvelle vie chez ta tante. Tu prends cette décision d'aller vivre avec cette fille. Puis là, il y a tout qui s'effondre. Tu reprends tes vieilles habitudes. Tu reconnectes avec d'anciens amis, de nouvelles fréquentations, j'imagine peut-être même encore plus mauvaises parce que tu es plus âgé. Là, comment va se passer ta vie dans ces années-là? Ben, là, c'est ça. Oui, j'ai eu des nouvelles fréquentations, mais ça a été beaucoup de filles... On cherche à savoir... On a un vide en dedans de nous, puis on cherche à combler ce vide-là, mais moi, je le comblais par les filles. J'avais à l'école, quand que j'étais chez ma tante, j'étais le premier de classe, mais il a fallu que je sacrifie beaucoup. On pense qu'avoir beaucoup d'amis, ça apporte, mais des fois, ça apporte pas. J'avais pas d'amis. J'en avais un ami. Un très bon ami. C'était suffisant, finalement. Ça a été suffisant pour moi. Mais moi, dans ma tête, quand je suis retourné, j'étais comme un nerd, comme je pourrais dire, mais puis là, je voulais plein d'amis, de combler ce vide-là que j'avais eu en dedans de moi, tu sais. Puis là, j'ai recommencé à consommer de la drogue, puis beaucoup de drogue, là. J'étais rendu hyper violent, puis je dormais plus la nuit parce que là, je consommais des drogues plus dures, dans le fond. Et puis, je dormais plus, là, je ne mangeais plus, puis même ma mère, là, quand je rentrais, elle avait peur de moi. Là. En dernier, T'étais violent. Oui, extrêmement violent. Puis ma mère, ils sont déménagés, dans le fond, parce qu'il y avait trop peur. Puis moi, je me ramassais dans la rue. Là. T'avais plus rien? Non, j'avais plus rien. Puis finalement, je suis parti habiter chez une fille, que là, ça n'a pas marché encore. Puis finalement, je suis retourné voir mes parents. Ils pouvaient me prendre encore, tu sais. Puis ça n'a pas marché, là. Je pétais des coches pour rien, juste pour des petites choses. Là. Je partais sur... Puis je me souviens, la dernière affaire que j'ai fait, c'est ma tante était justement descendue en vacances voir ma mère. Puis ce soir-là, puis j'ai pété une coche, comme je pourrais dire. Puis je défonçais une porte. Puis là, ma mère, elle a appelé les polices, tout ça. Je me suis sauvé des polices. Puis je me suis rendu moi-même, par exemple, le soir, je me suis rendu... Puis je voulais que ça arrête, là, dans le fond. Fait que là, c'est là qu'ils ont pris la décision de m'enfermer dans une prison pour jeunes, dans le fond, que je pourrais dire à la DPJ, jusqu'à 18 ans. C'est fou, parce que c'est ça, tout ce que tu nous racontes là, tu n'avais même pas 18 ans encore. Non, c'est ça pas encore. Qui est assez incroyable, c'est que tu es presque un enfant encore à ce moment-là et tu vis tout ça. Et là, donc, jusqu'à 18 ans, mais on le sait, la protection de l'enfance, à 18 ans, ça s'arrête. Donc là, tu te retrouves de nouveau livré à toi-même. Qu'est-ce qui va se passer dans ces années-là? Ben, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, quand j'étais en protection de l'enfance, j'étais avec d'autres jeunes qui ont des problèmes. Gros problèmes aussi, ben oui. Fait que là, tu apprends à faire d'autres problèmes, tu sais, puis en sortant, mais tu sors avec un mauvais bagage. Oui. Donc, j'ai traîné ça avec moi. Puis quand je suis sorti, eux, ils avaient trouvé une chambre pour pas que je sois dans la rue, là, dans le fond. Là. Ils ont trouvé une chambre, puis moi, mes parents, ben, ils déménageaient de l'Abitibi à aller jusqu'à Montréal. Ma mère et mon père avaient acheté une maison là-bas, puis moi, j'étais comme dans le néant, là, je partais de zéro, mes parents s'en vont. Puis je me ramasse toute seule. L'Abitibi, Montréal, c'est pas à côté quand même. Non, c'est quand même... Pour ceux qui connaissent pas la géographie, c'est quand même pas à côté. Donc tu te retrouves tout seul. Tout seul, puis j'avais un emploi que le Centre de jeunesse avait trouvé, tout ça. Mais c'était pas un emploi, c'était un contrat. Comme. Fait que là, c'est la seule chose que j'avais, c'était ça. Puis c'est là que là,
J'ai eu des idées suicidaires. Là, je me souviens, j'étais enfermé, qu'est-ce que je vais faire? Puis comment je vais... j'ai commencé à me caler dans la drogue et puis pour faire oublier ces problèmes-là. Puis finalement, les anciennes fréquentations sont revenues. Là, puis là, ça a été pire. Tu sais, quand on retourne... La Bible a dit que quand on retourne dans notre vomi, c'est toujours pire. Mais c'est réel, là, quand on retourne en arrière, c'est jamais beau. Là. Puis... ben c'est ça, là, j'ai commencé à consommer énormément de drogue, puis là, des drogues dures. Là, j'ai fumé du crack. Mais j'ai pas resté accroché à ça, mais moi, j'aimais le trip. Là. J'avais pas de limite. Je pouvais consommer, consommer, puis consommer. Tellement qu'il y avait plus rien qui me faisait rien. J'étais même rendu à faire des injections. J'en ai jamais fait, mais j'étais rendu là. Parce que tu y pensais, quoi. Tu voulais vivre plus. Je voulais triper, là. Je voulais vraiment déconnecter. Puis, mais finalement, j'ai pas touché à ça. Puis, tous ces choix-là m'ont amené à connaître du monde de la drogue. Et puis, à un moment donné, ben, il y avait des affaires familiales de drogue chez moi. Il y avait de la vente de drogue dans ma famille. Puis, à un moment donné, mon cousin est venu me voir. Puis, on commençait à vendre de la drogue. Puis, là, c'est là que, après ça, tu fais d'autres rencontres. C'est tout le temps d'autres rencontres. Tu vas toujours plus loin, en fait. Toujours. Puis... Tu sais, là, j'avais beaucoup mal au dos. Je travaillais à l'aéroport en Abitibi. J'avais un travail, tout ça. Et puis, j'ai simulé une simulation de mal de dos pour pas travailler puis juste vendre de la drogue. Puis finalement, j'avais de l'argent qui rentrait comme de l'eau. Ben, bien sûr. Puis tu commences à aimer cette vie-là, là, tu sais. Tout à fait. Et là, à un moment donné, il va y avoir une situation dans un bar qui va se produire. Mais cette fois-là, j'étais rentré chez moi, je vais tout le temps m'en souvenir. Il était à 9h le soir, j'avais fini mon chiffre de vente de drogue. Là. Et puis, je ferme la porte en arrière de moi, je m'accote dans la porte, puis j'ai dit, si Dieu t'existe vraiment, sors-moi de là. Puis j'étais sincère, là, puis je voulais m'en sortir, j'étais tanné. Puis une semaine après, cette intercalation-là est arrivée. Dans le fond, le gars qui me frappait en premier, ben lui, il avait un plâtre, puis il vendait de la drogue pour nous. Puis moi, je l'ai mis à terre, puis j'avais un bras crinqué comme ça dans les airs pour le frapper, mais je voulais pas me battre, puis j'avais même un taser, j'aurais pu le taiser dans le cou, puis ça aurait fini là, tu sais, mais je voulais pas me battre. Mais lui, il était déconnecté, là, puis il s'est lancé 3 coups de plâtre dans mon front. Mais moi, j'étais pas sous l'effet de la boisson, là, vraiment, j'étais correct, mais j'ai comme débarqué sur lui. Et puis là, j'ai entendu un petit cric, mais ça a juste résonné comme dans ma tête, mais tu sais, j'en ai pas fait de cas, là. Puis je me suis rendu, puisqu'on s'en allait boire une bière chez une personne qu'on avait rencontrée dans le bar. Et puis, je me suis juste rendu à la station-service qui avait juste en face du bar. Puis là, c'est là que 6 gars sont arrivés, là, puis pouc, et là, ça me tapochait. Oh, vraiment, à grand coup de pied, grand coup de genou. Mais ils n'ont jamais été capables de me coucher à terre. Dieu, je savais qu'il était là, il était présent, parce que quand je me suis relevé à la tête, là, j'ai vu une grosse lumière blanche en avant de moi, puis je comprenais pas, mais j'ai jamais senti non plus aucun coup. Là. J'ai mangé plein de coups, puis j'ai jamais rien senti. Là. Puis j'étais pas sous l'effet de boisson, rien. Là. Et puis ça a fini que là, finalement, j'ai été capable de me rendre chez la personne qu'on s'en allait. Puis pour que ça l'arrête, lui, il a fallu qu'il sorte avec un 12, là, un fusil de chasse. Là. OK, carrément. Et là, quand tu arrives chez cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'étais un petit peu orgueilleux dans le temps. Je voulais pas aller à l'hôpital. Puis ça m'en prenait beaucoup. Puis là, finalement, la blonde de cette personne-là, elle me lavait la figure. Et puis, elle me dit, faudrait que tu te rendes à l'hôpital. J'avais la face toute noire, puis tout ça, tu sais. Ah non, je me suis mis une bière dans le front, puis ça va passer. Puis finalement, je suis retourné chez moi me coucher. Mais tu sais, quand tu vis une commotion cérébrale, faut jamais que tu te couches. Faut tout le temps que tu sois réveillé aux 15 minutes. Mais moi, je me suis couché dans mon lit, puis Tu t'es endormi? Ouais, je me suis endormi, puis cette nuit-là, ben, c'est là que j'ai vécu la mort imminente, là. Comment ça s'est passé? Donc là, tu es en train de dormir dans ton lit, mais finalement, à un moment donné, il semblerait que tu meurs. En tout cas, vu l'endroit où tu te retrouves, tu t'es vu sortir de ton corps, c'est ça? Comment ça se passe? Ben, ce qui est arrivé, c'est que je dormais, mais je me suis... C'est dans un monde spirituel, là, mais c'est réel. Là,
je me suis vu dans un endroit, c'était noir, noir, noir. Là. Je pouvais toucher le noir, là, tellement que c'était épais. Puis c'est comme, je me voyais là, mais je me voyais aussi au-dessus. Puis j'étais habillé en salle, j'étais un habit sale, j'étais enchaîné, puis je suis comme rentré dans moi. OK. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder, puis aïe, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Là. Puis là, je regardais, puis je voyais rien, mais j'avais un pied enchaîné, puis je pouvais pas... Mais c'est là que j'ai commencé à avoir les angoisses. Là. J'ai regardé en haut de moi, je voyais un petit point blanc mini, comme une mine de crayon. C'était loin, là. Puis c'est là, quand je me suis levé la tête, j'ai regardé, Seigneur, je suis mort. Puis là, j'ai réalisé, puis là, je commençais vraiment à être tourmenté. Là. Je suis mort, je m'excuse, Seigneur, puis je demandais pardon à Dieu, mais il était trop tard, là, tu sais. Puis j'avais connu Jésus, là, je savais là, où j'étais. Là. Puis je me suis juste retourné le visage sur le côté gauche, puis j'ai vu 2 énormes yeux, là. C'était turquoise, foncé, là. C'était immense, juste 2 yeux. Là. Ça s'en venait me chercher, là, comme ça. Là. Puis en un instant, je me suis ramassé au ciel. C'est fou là, quand on pense à ça. Puis quand je me suis retrouvé au ciel, j'étais comme sur un plancher de nuages. Quand on regarde le ciel, puis il y a des nuages, mais c'était comme ça. Puis j'étais debout, là, j'ai vu une grosse lumière s'avancer. J'ai tombé à pleine face à terre, à 4 pattes, puis j'ai vu 2 pieds s'avancer. J'ai vu les sandales, puis tout ça. Puis j'ai comme essayé de me relever la tête comme ça pour voir c'était qui. Mais en me relevant la tête, il y a une voix qui m'a dit « Tu pourras pas me voir, Alexandre. » Mais j'étais rendu comme ça, mais j'étais à 4 pattes, puis j'avais la tête comme ça. Mais du coin de l'œil, j'ai vu que sa tête était comme un soleil. Puis j'ai descendu la tête comme ça, avec le coin de l'œil qui regardait en haut. T'sais. Puis j'ai commencé à pleurer, mais j'ai dit « Je peux-tu au moins toucher tes pieds? » Mais il dit « Oui, Alexandre. » Puis là, je touchais ses pieds, puis je bécotais ses pieds. T'sais. Puis là, il a mis sa main ici, sur mon épaule droite, puis il me dit « Alexandre, lève-toi. » Je me suis levé, mais j'étais incapable de parler. Je pouvais pas... Je comprenais même pas ce qui se passait. Puis le Seigneur, c'est comme il se tenait en arrière de moi parce que je pouvais pas le voir. Puis il m'a montré sur le côté droit, j'ai vu une immense table. Il n'y a même pas de fin à cette table-là. Puis il y avait des chaises toutes bien cordées, toutes bien placées. Là. Le dessus de la table, c'est du cristal. Toutes les barres, c'est des barres dorées. Là. C'est pur. Là. Puis les assises de chaises, c'est blanc, 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 pur. Puis même les contours de chaises, c'est en or. Là. C'est travesti, c'est tout beau. Là. Puis il y avait comme pas de fin. Puis on pouvait pas traverser l'autre côté. Puis c'était même cocasse parce que quand j'ai réalisé que j'étais sur les nuages, un plancher comme ça, mais j'ai comme piloté du pied pour savoir, tu sais. Puis là, est-ce que c'est solide? Ouais, puis c'est comme le Seigneur m'a dit, tu tomberas pas, Alexandre. Puis on s'est comme ramassé l'autre côté de la table. Mais c'est fou dans le spirituel parce que on parle pas, tu penses, tu parles. C'est comme ça, c'est une action-réaction, tu sais. Puis on s'est ramassé au bord de la table, puis après ça, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré des choses. Puis il m'a dit, regarde là-bas. Mais c'est là que j'ai vu que la table avait pas de fin. Là. Puis après ça, on est rentré dans un autre lieu. Puis après ça, il a commencé à me dire des choses par rapport à ma vie à moi. Et puis, mais quand on est rentré dans l'autre place, il y avait une personne qui était là. Je sais pas si c'est un ange, mais c'était comme un être humain normal. Là. Puis il m'a fait un signe de la main comme ça. Mais moi, je pouvais pas parler. J'étais impuissant dans tout ça. Mais j'ai fait pareil. J'ai fait un signe de la main comme ça. Puis la personne avait tous les cheveux bouclés noirs, puis il y avait comme de la barbe ici, là. On appelle ça un gasket ici. Là. Un bouc, ouais. On peut dire, oui. Fait que, puis il me regardait, puis il me parlait pas, mais il était devant moi, puis il restait là. Puis moi, je le regardais. Puis là, le Seigneur, il me dit, attends un petit peu, Alexandre, je reviens. Il est parti dans un autre lieu, il est parti chercher un manteau, il l'a mis sur ma vie. Et puis c'est là que le Seigneur m'a dit qu'il m'appelait à prêcher l'Évangile, tout ça. Et puis, après ça, j'ai commencé à être bien. La paix, je commençais à ressentir cette paix-là, puis je voulais pas m'en revenir. Oui, tu voulais rester là. Mais là, le Seigneur m'a dit, je te retourne, Alexandre. J'ai juste eu le temps de faire « Ah! » Propulsé dans ton corps sur la terre, c'est toi? Juste avant ça, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça me shake encore aujourd'hui. C'était un avertissement fort. Mais en me revenant, c'est comme si j'étais dans l'espace.
Puis c'est comme si j'ai vu la Terre. Des fois, je regarde des documentaires, puis on voit la Terre là, de qu'est-ce qu'elle ressemble, mais c'est comme si je l'ai déjà vu, ça. Puis il y avait des lumières partout, comme des étoiles. Ça brillait, puis ça allait tellement vite. Puis quand j'étais dans le vide, là, j'étais dans le néant, là. Puis il y a une énorme voix qui est sortie, puis le vide a shaké, là. Ça l'a shaké, puis moi, j'ai crispé comme ça en petit bonhomme. Puis ça m'a dit, va accomplir ce que je t'ai demandé de faire. Puis c'était sévère comme avertissement, là. Puis je me suis retrouvé dans mon corps. Puis moi, ce qui est plus fou encore, c'est que on avait notre run de drogue. Il fallait que j'aille l'apporter à quelqu'un d'autre. Là, à 10 h le matin, on commençait à ouvrir tout ça. Okay. Moi, la veille, j'ai pas mis de cadran pour me lever, là. Mais à 10 h pile, le souffle... Je me suis réveillé comme ça. Le souffle est revenu en dedans de moi, puis je me suis retourné, il était 10 h pile. Wow. Fait que là, moi, je me suis levé, mais je comprenais pas. J'ai eu de la misère à croire ce qui m'est arrivé. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je sais pas. Et puis, quand que je me suis levé, mais là, j'étais magané. Là, après ça, j'étais allé à l'hôpital. Puis là, finalement, ils m'ont opéré. J'ai eu 50 points de suture. Ils m'ont tout décaloté la peau wow. Pour me mettre des plaquettes. J'ai 7 plaquettes dans le front. J'avais un trou dans la tête. Là. Wow. Puis même, Dieu m'a gardé parce que j'avais une hémorragie. C'est fou. Puis le matin, mais je vomissais des caillots de sang. C'est incroyable, incroyable. T'aurais pu rester là où tu étais, en fait. Exactement. Il fallait que j'aille à l'hôpital. Mais tout ce que j'ai vécu de mon expérience de mort imminente, j'ai jamais pu le dire parce que je me suis dit, ils vont dire que je suis fou. Là, tu sais, à qui je vais pouvoir dire ça? Fait que finalement, les médecins, ils n'ont jamais su ce qui était arrivé. Oui. La seule personne qui l'a su, ça a pris du temps après ça, ça a été ma mère. J'étais fâché un soir. Puis c'est là que je me suis complètement ouvert à ma mère, parce que ma mère, elle a accepté Jésus. Il s'est passé une période après ça. Quand j'ai eu mon traumatisme crânien, j'ai sorti de l'hôpital. Puis déjà, les fréquentations, ils venaient déjà chez moi pour que je recommence à travailler pour eux. Oui. Là. Puis même ma mère était là, elle s'occupait de ma tête pour nettoyer mes plaies et tout. Puis il y a un gars qui débarque chez moi. Ma mère, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Mais tu sais, c'est là que ça a recommencé tranquillement. Puis là, donc toi, t'es retourné finalement à ce que tu faisais, t'as continué ta vie d'avant. J'ai continué, puis c'était encore pire. C'était des grosses gangs. C'est ça. Jusqu'au moment où tu vas prendre une décision, tu vas décider de tout arrêter. Comment ça se passe, ça? Oui. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable d'en sortir, vraiment plus capable. Puis il est arrivé encore, j'avais eu des relations toxiques, ce qui a fait qu'on vendait pour des clics différentes. Puis finalement, je me suis fait emmener dans le bois par ces gens-là. Puis ce soir-là, quand eux autres ils débarquent chez vous, tu suis, t'as pas le choix. Je suis embarqué, puis on était rendu loin dans le bois, puis j'étais prête. Je savais ce qui m'attendait, puis j'étais prête, mais... Ils voulaient te tuer à ce moment-là? Ben, tu sais pas à quoi t'attendre avec eux. Mais j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je me souviens, j'étais en arrière dans le truck, puis j'ai dit, Seigneur, je suis prête, je te demande pardon, puis j'ai pas obéi. Puis finalement, ils m'ont rien fait. Ils m'ont dit, puisqu'on t'aime bien, mais ils m'ont tous saisi mes affaires de drogue. Ils ont tout pris aucune dette. Wow. Puis c'est comme ça que je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti, c'est la main de Dieu, vraiment. Là. Donc, ils t'ont enlevé toute la drogue que tu avais. Et toi... Ils sont venus me reporter chez nous. Puis à ce moment-là, je veux dire, OK, t'as plus de drogue chez toi, c'est fini. On t'a laissé la vie sauve, c'est fini. Mais toi, tu consommais encore de la drogue à ce moment-là. Est-ce que tu as encore envie de consommer de la drogue? Ben, une nuit, la consommation, ça l'a cessé. Une nuit, je me levais pour fumer la drogue. Et puis... j'étais assis à ma table de cuisine tout seul, il était 2h30 du matin. Et puis, j'entends une voix audible. Puis, j'étais tanné de cette vie-là. Là. J'entends une voix audible, là, comme si on me parlait à l'oreille. Là. Ça dit, demande à Dieu qu'il te libère. Mais tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, mais j'étais encore dans le doute de savoir si c'est réel. Là. Et puis, je parlais tout seul dans ma cuisine. Puis, j'ai dit, si Dieu t'existe, j'avais un plat rempli de drogue. Mais j'ai dit, Dieu, je vais l'acheter. Puis, je vais, tu sais... Mais tu me libères. J'étais sincère, puis je me suis mis au ras de la poubelle, puis j'ai dit, Dieu, tu me libères. Je le jette. J'ai tout jeté, j'ai senti un courant traverser mon bras. Oui, ça a coupé. Wow. Totalement. Je savais que j'étais libéré. À partir de ce moment-là, tu n'as plus jamais consommé de drogue? Plus jamais. Ça a été fini. Puis le lendemain,
J'étais content, j'étais fier, puis je pleurais, j'étais allé voir ma mère. Dieu m'a libéré, Dieu m'a libéré. Puis ma mère aussi, elle pleurait, elle était contente. Là. Puis c'est là que j'ai commencé à reconsacrer ma vie à Dieu, puis tout ça, tu sais. Wow! T'es retourné à l'église? Ouais, je suis retourné à l'église, mais encore là, j'étais réticent. J'étais assis, je me mettais proche de la porte parce que si ça faisait pas mon affaire, ben j'étais prêt à sortir. Puis ma mère, elle venait chez moi, elle essayait de venir, des fois, me replacer un petit peu, là. Mais je la mettais dehors parce que je voulais rien savoir. J'étais comme un peu indécis encore de vouloir suivre Jésus, là, mais finalement, quand à l'église, j'ai reçu une parole, ça a confirmé ce que j'avais reçu quand j'ai eu la mort imminente. Oui. Les paroles que Jésus m'avait dites, dans le fond. Là. Et puis un soir, je disais, c'est dans Matthieu 2, chapitre 13, c'est quand Joseph... chapitre 2, verset 13. Oui, c'est quand l'ange disait à Joseph de partir en Égypte jusqu'à temps que... Parce que Hérode voulait tuer Jésus. Mais cette parole-là m'a sauté dans le visage, là, comme si ça disait « Prends le petit enfant puis fuis dans le pays d'Égypte jusqu'à temps que je te le dise. Mais je me suis levé, il était minuit le soir. Je disais à ma mère « Fou qu'on s'en aille d'ici. » Ma mère était prête. Elle a dit « On s'en va. » Puis on a décollé, puis après ça, c'est là qu'on a déménagé, dans le fond, proche de chez ma tante, dans la région des Rives-Sud de Montréal. Et puis, ça a été un bienfait. J'ai sorti de mon ancien... T'as coupé, en fait, avec toutes tes anciennes relations. T'as fui tout ça, t'as fui cette ancienne vie. Exactement. Et puis là, tu t'es vraiment donné à Dieu entièrement cette fois? Oui. Après ça, j'ai recommencé à aller à l'église, et puis Dieu a fait des transformations en moi. Puis 2 ans après, c'est là que j'ai rencontré ma femme à l'église. Et puis Dieu a fait que des miracles parce que même ma femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Et puis on a 2 beaux enfants aujourd'hui. 2 beaux garçons. Ouais. C'est magnifique. Ta vie est complètement transformée. On le voit aujourd'hui. Tu as l'air d'être quelqu'un plutôt de doux, de posé. On a du mal à imaginer que cette personne, c'était toi. Toute cette vie que tu as eue, et c'est vraiment une transformation que Dieu a opérée en toi. Et c'est sûr, ta vie d'avant n'existe plus, celui que tu étais avant n'existe plus. Dieu a restauré la relation aussi vraiment avec tes parents, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, mes parents, ils ont déménagé aussi de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ont déménagé, on habite proche l'un de l'autre, puis la relation est super, puis... Mon père, il est heureux aussi d'être ici. Ma mère, elle est vraiment heureuse. Ils sont heureux de me voir comme ça. Ben vraiment. Ouais. Ils ont dû tellement s'inquiéter pour toi, c'est sûr. Ah oui, ils en ont eu des nuits à pas dormir. Là. J'imagine. Ouais. Mais vraiment, Alexandre, merci. On rend vraiment toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est presque un film, hein, ton histoire. On se dit, c'est incroyable. Et vraiment, merci Seigneur pour cette transformation qu'il a fait dans ta vie. Et merci à toi d'être venu nous le raconter dans C'est mon histoire. Ben, ça me fait plaisir, mais je peux-tu juste rajouter quelque chose? Bien sûr. C'est là qu'on voit l'importance des paroles de vie. Aujourd'hui, même avec mes enfants, je revois mon passé, mais aujourd'hui, mes enfants, vous êtes des champions. C'est tellement important de faire ça, puis de croire en nos enfants, puis de ne pas les laisser, de bien les encadrer, parce que c'est pas trop long que l'ennemi vient voler les trésors que Dieu nous donne. T'as raison. Vraiment, de déclarer des paroles de vie. Exactement. C'est tellement important, puis c'est vrai, là, c'est des paroles de vie. Là. Merci Alex, merci infiniment d'être venu. Hein. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec joie, vraiment.